Merci, Monsieur le Président. Alors, chers collègues, je voudrais d'abord remercier évidemment très vivement l'ensemble des experts pour leur présentation sur un sujet qui est à la fois technique et passionnant. Et j'aurais évidemment préféré que ça se fasse dans d'autres conditions. Alors, avec mon parti, nous sommes convaincus qu'il faut promouvoir le développement technologique lié à l'hydrogène propre et décarboné comme matière première produite à des fins industrielles, comme vecteur énergétique d'avenir, mais aussi comme moyen de stockage notamment. Et comme nous l'indique d'ailleurs le gouvernement wallon dans l'avis écrit que nous avons reçu, l'hydrogène est en effet une filière très prometteuse. Raison pour laquelle mon groupe est justement, vous le savez, dépositaire d'une proposition de résolution sur le sujet que la Commission aura à traiter, j'imagine, dans les prochaines semaines. Une proposition de résolution, d'ailleurs, dont on espère la prise en considération ce jeudi en plénière. Et puis alors, en effet, nous pourrons échanger sur ce sujet. Je vais maintenant en venir directement à mes questions pour essayer de laisser suffisamment de temps aux intervenants. On sait qu'aujourd'hui, pour des raisons économiques, près de 95% de l'hydrogène est produit à partir de sources fossiles, et principalement du gaz naturel pour 48%, notamment par vaporéformage de gaz naturel ou par gazéification de charbon de bois. Des procédés qui sont donc fortement émetteurs de CO2. Cet hydrogène ne peut de la sorte pas être considéré comme propre. On parle alors en effet d'hydrogène gris. Et si, dans ce cas-là, l'électricité produite par les piles à hydrogène est verte, on ne fait en réalité que déplacer le problème en l'obtenant donc par l'hydrogène, en hydrogène qui n'est pas propre. Sauf si les procédés de reformation sont couplés à des procédés de capture et de stockage de ce CO2 avec une augmentation du coût de production. C'est ce qu'on appelle en effet l'hydrogène bleu. Je ne vous apprends rien. Alors si on parle de gazéification d'une biomasse reconstituée au fur et à mesure pour améliorer son empreinte carbone, on retient en tout cas que si l'hydrogène est une énergie propre, c'est-à-dire sans émission de polluants ni de gaz à effet de serre, il faut évidemment prendre en compte son cycle de vie complet de sa production à son utilisation. Il est dès lors fondamental pour la filière de verdir, entre guillemets, la production d'hydrogène. Or, la méthode pour ce faire est connue, puisque l'hydrogène peut aussi être produit par électrolyse de l'eau, on en a parlé cet après-midi, à condition que l'électricité utilisée soit évidemment elle-même une électricité d'origine renouvelable, solaire, photovoltaïque ou éolienne par exemple. De quoi faire de cet hydrogène-là, qui reste aujourd'hui plus de 4 fois plus cher que l'hydrogène produit à partir de ressources fossiles, une énergie propre. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'électrolyse ne représente que 5% de la production d'hydrogène. On peut bien entendu augmenter cette part en fabriquant davantage d'électrolyseurs, mais alors se pose la question de l'origine de l'électricité les alimentant. L'idéal serait bien entendu d'accroître la quantité d'énergie renouvelable dans le mix énergétique de notre pays, mais cet enjeu dépasse évidemment le seul cadre de la filière hydrogène. Dans tous les cas, il faut bien avoir en tête que remplacer des combustibles d'origine fossile par l'hydrogène produit par électrolyse imposera nécessairement une augmentation de la production électrique globale, et on se rend compte évidemment qu'en matière d'énergie, tout est dans tout. Et donc je voudrais entendre davantage les experts à ce sujet, et notamment concernant l'investissement dans les électrolyseurs. En effet, si l'hydrogène vert est bien sûr l'objectif vers lequel il nous faut tendre à long terme, ne conviendrait-il pas, au moins à court et moyen terme, de se tourner davantage vers des plans liés à la production d'hydrogène bleu à faible teneur en carbone à partir de gaz naturel, combinés à des technologies de capture et de stockage du carbone. Alors, Energiville a rappelé dans son position paper Post-Covid Recovery Challenges and Opportunities for the Energy System que des excédents massifs de production d'électricité renouvelable sont peu probables pour la prochaine décennie. Or, déjà en 2019,
il y avait moins de 100 heures disponibles en Belgique, tandis qu'un électrolyseur à forte intensité de capital a besoin de 4 000 à 5 000 heures de travail pour être rentable. Nous ne disposerions ainsi pas en Belgique d'assez d'heures de surplus d'électricité produite pour justifier à ce stade des investissements lourds dans des électrolyseurs pour produire de l'hydrogène vert. Et dans ce cas, on devrait donc utiliser le courant du réseau électrique pour faire fonctionner ces électrolyseurs. Or, si on prend le facteur d'émission moyen du parc électrique européen, on parviendrait à une émission de 16 kg de CO2 par kilogramme d'hydrogène produit, ce qui est évidemment beaucoup plus émetteur en CO2 que la production d'hydrogène gris par vaporeformage du méthane qui émet quant à lui, toujours selon le Deposition Paper d'Energyville, de 7 à 9 kg de CO2 par kilogramme d'hydrogène produit. Alors, par ailleurs, si on utilisait l'électricité provenant du parc éolien offshore, on devrait alors compenser l'électricité manquante sur notre réseau via les capacités produites par les centrales à gaz et l'empreinte carbone de notre production d'hydrogène vert augmenterait. Le consommateur belge paierait dès lors 3 fois pour une production d'hydrogène vert plus émettrice de CO2 en comparaison avec une production d'hydrogène gris. Une fois pour les certificats verts pour les éoliennes, une fois pour le CRM, pour les centrales à gaz qui doivent compenser l'électricité utilisée de façon quasi permanente par les électrolyseurs, et enfin une fois pour les supports d'investissement pour les électrolyseurs. Et donc n'êtes-vous pas d'avis que la Belgique aurait clairement bien des avantages comparatifs en optant directement pour l'hydrogène vert, alors qu'au contraire, elle aura un avantage comparatif en se concentrant davantage d'abord sur l'hydrogène bleu. Et de fait, le rapport dit « The crucial role of low carbon hydrogen production to achieve Europe's climate ambition », le technical assessment de la Zero Emission Platform démontre que la production d'hydrogène vert en Belgique coûterait entre 6,3 et 6,6 euros le kilo, alors que la production d'hydrogène bleu coûterait seulement 2 euros le kilo. Autrement dit, ne devrions-nous pas d'abord développer et soutenir une filière d'hydrogène dit bleu comme une étape transitoire entre la production d'hydrogène gris et à l'avenir peut-être l'hydrogène vert, à condition évidemment que dans les prochaines années, voire prochaines décennies, il y ait assez d'énergie renouvelable pour rendre intéressante ce déploiement à grande échelle. Et j'ai cité un position paper d'Energyville parce que nous avons un représentant ici aujourd'hui, mais je pourrais aussi mentionner le rapport Green Hydrogen, A Guide to Policy Making de IRENA, l'International Renewable Energy Agency. Alors toujours dans cet ordre d'idées, Energyville a plaidé pour que la production d'hydrogène vert soit, dans un premier temps en tout cas, réservée aux régions et aux pays qui ont beaucoup de surplus d'électricité renouvelable et qui ne peuvent pas, par exemple, par un renforcement du réseau ou par des investissements en stockage, en batterie ou en centrale de pompage, trouver leur voie vers le réseau électrique. Energyville cite les pays nordiques, particulièrement le Danemark, la Norvège et la Suède, mais aussi l'Allemagne ou encore le Portugal et l'Espagne. Alors, est-ce que c'est une position partagée par les autres intervenants de ce jour? Et je précise que je ne fais ici que poser des questions, et donc qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut évidemment pas dire que les plans de relance, notamment régionaux, ne doivent pas investir dans les électrolyseurs et donc dans l'hydrogène vert, condition sine qua non pour que cette filière et cette technologie puissent évidemment encore évoluer pour atteindre un seuil de maturité la rendant compétitive. Et puis je reviens ici, sur l'hydrogène vert, j'aurais aussi une question sur une autre filière technologique qui permettrait de produire de l'hydrogène en se concentrant sur la lumière du soleil. Où en est-on aujourd'hui dans les laboratoires, en ce compris sur les études menées pour produire de l'hydrogène grâce à, par exemple, des algues microscopiques ou des bactéries. J'aurais ensuite davantage voulu entendre les experts sur les recommandations qu'ils pourraient formuler au gouvernement, voire au gouvernement au pluriel, donc dans le cadre des plans de relance qui constituent clairement
une aubaine finalement pour l'évolution technologique nécessaire pour l'hydrogène. Donc l'IFP Énergie Nouvelle, selon l'IFP Énergie Nouvelle, les technologies ad hoc seraient prêtes pour être mises sur le marché, mais il faudrait passer à des échelles de production importantes pour réduire les coûts. Des incitations financières devraient dans ce cadre être déployées pour favoriser le développement de méthodes de production décarbonées. Quel est l'avis des intervenants à ce propos? Je voudrais aussi revenir sur la question de l'hydrogène dans les transports. On a vu que l'hydrogène associé à des piles à combustible et à condition d'être produit via des énergies renouvelables est un formidable vecteur d'énergie propre, puisqu'il permet de produire l'électricité directement à bord des véhicules. Des constructeurs automobiles commercialisent déjà des véhicules utilisant ce procédé, même si ça reste assez marginal encore aujourd'hui. Et en effet, comme le mentionne une étude de Cédric Philibert, chercheur associé au Centre Climat-Énergie de l'Institut français des relations internationales, il existe un consensus croissant dans l'industrie automobile selon lequel c'est bien l'électrification de la plupart des voitures qui est susceptible de dominer le passage des voitures fonctionnant au pétrole à une mobilité à faible émission de carbone sur ce segment du marché dans l'Union européenne. Alors l'attention pour l'hydrogène se porte donc aujourd'hui sur d'autres types de véhicules, comme ceux pour les transports long courriers, dont les trains sur ligne non électrifiés, les autocars, les camions poids lourds, même si des compagnies de bus comme de Lane et de taxis disposent par exemple déjà de flottes fonctionnant à l'hydrogène. Alors selon l'IFP Énergie Nouvelle, un des avantages de la molécule d'hydrogène, par exemple dans le secteur automobile, c'est, et je cite, qu'elle est particulièrement énergétique. 1 kg d'hydrogène libère environ 3 fois plus d'énergie qu'1 kg d'essence. Et avec l'hydrogène, il y a plus d'autonomie et c'est plus rapide à recharger. Il faut compter un temps de recharge d'environ 3 minutes dans une station de remplissage. Mais cela n'empêche que l'électrification directe pour une voiture en général est beaucoup plus efficace en termes de rendement énergétique. Une voiture électrique roule 3 fois plus loin avec le même kilowattheure d'électricité qu'une voiture avec des piles à combustible alimentées avec de l'hydrogène produit avec le même kilowattheure, et un kilowattheure d'électricité utilisé dans une pompe à chaleur produit 4 kWh de chaleur, alors que brûler de l'hydrogène produit par le même kilowattheure mène à 0,5 kWh de chaleur. Chers collègues, j'avais insisté dès le début qu'on ne fait pas des interventions, mais qu'on se limite un peu à poser des questions aux experts qui sont présents, puisque je vois un peu que le temps progresse et si tout le monde doit intervenir, et on doit écouter. Je suis presque au bout. J'en ai encore pour 1 minute 30, si ça vous convient. Ah, c'est comme ça. Voilà, top chrono. Alors, donc j'en termine là-dessus sur le secteur du transport, et je termine en évoquant la place de l'hydrogène dans le secteur industriel. Je suis d'avis qu'il est clair qu'une des priorités dans le développement de l'hydrogène doit aussi et surtout concerner plus spécifiquement le monde de l'industrie, qui consomme chaque année des dizaines et des dizaines de tonnes d'hydrogène pur, la plupart du temps pour le raffinage des carburants ou encore pour la production d'ammoniac qui servira par exemple ensuite dans la production d'engrais azotés ou qui servira encore de nettoyant et de réfrigérant. Mélangé à d'autres gaz, comme au monoxyde de carbone, l'hydrogène peut aussi servir à la production de méthanol, matière première importante pour l'industrie chimique et pour la sidérurgie par réduction directe du fer. Selon l'étude dont j'ai déjà parlé de l'IFRI, l'Union européenne représenterait d'ailleurs dans le contexte industriel environ 9% de la demande mondiale actuelle d'hydrogène. Une stratégie hydrogène bien pensée doit aussi naturellement aborder la décarbonisation de toutes les utilisations actuelles. Et à nouveau, je souhaiterais recueillir l'avis et les recommandations des intervenants à ce propos. Voilà, je vous remercie.